Bonjour, je m'appelle Élodie Rabé et vous écoutez Hors Texte, le podcast d'actualité de La Voix du Nord. C'est un des gros rendez-vous judiciaires de ce début d'année 2026. Du 13 janvier au 12 février, le procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire dite des assistants parlementaires se tient devant la Cour d'appel de Paris. Pendant un mois, la justice réexaminera des faits qui remontent à la période 2004-2016 et qui portent sur un système présumé de détournement de fonds publics européens. En clair, on reproche aux prévenus d'avoir payé des collaborateurs avec l'argent du Parlement européen alors qu'ils travaillaient en réalité pour le Front National en France. Après la peine prononcée en première instance en mars 2025, 12 des prévenus, dont Marine Le Pen, ainsi que le parti, ont fait appel. Et pour la chef de file du Rassemblement national, l'enjeu est majeur. La triple candidate à l'élection présidentielle ayant été condamnée à 5 ans d'inéligibilité, une confirmation de cette décision l'empêcherait de se présenter à l'élection présidentielle de 2027 et compromettrait durablement son avenir politique. De quoi peser lourd aussi sur le parti, car ce procès pose des questions plus larges. Comment le Rassemblement national gère-t-il cette situation ? Pourquoi ce procès est aussi politique et comment il pourrait bousculer les équilibres ? On en parle avec Olivier Berger, grand reporter au journal, qui couvre l'audience à Paris. Bonjour Olivier. Bonjour Élodie. Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025, le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays, où des millions de Français vont être privés par un juge de première instance de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. Je vais faire appel parce que je suis innocente, monsieur Boulot. Et vous êtes tous innocents, le parti et les 23. Mais évidemment que nous sommes tous innocents et nous voulons voir reconnue cette innocence. Alors pour commencer, on vient d'entendre Marine Le Pen qui s'exprimait au JT de TF1 pour contester la décision de justice de première instance dans cette affaire qu'on a appelée l'affaire des assistants parlementaires. Mais pour comprendre vraiment ce qui se joue à l'ouverture de ce procès donc en appel, il est important de rappeler ce que la justice reproche aux prévenus. Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer d'où est partie cette enquête et comment on en est arrivé là ? C'est le président du Parlement européen de l'époque, l'Allemand Martin Schulz, qui avait dénoncé en 2015 auprès de l'Office européen de lutte antifraude l'ampleur d'un détournement présumé. Après enquête, l'institution a évalué son préjudice financier total à près de 4,6 millions d'euros, répartis entre les années 2004 et 2016. Ce qui signifie d'ailleurs au passage que les détournements présumés avaient continué plusieurs mois après la dénonciation du président à l'OLAF. En tout cas, le parti, 9 députés européens, 12 assistants et 3 complices intermédiaires sont concernés, sans oublier Jean-Marie Le Pen, évidemment décédé. Le parti connaissant de sérieuses difficultés financières, les responsables ont imaginé ce système à l'époque. Ils ont proposé aux députés européens de n'utiliser qu'une partie des indemnités dédiées aux assistants, autour de 23 000 euros par mois, plus près de 30 000 aujourd'hui, et de reverser le reste au parti via une société d'audit. Voilà, en gros, comment l'affaire s'est déclenchée. Marine Le Pen est poursuivie en tant qu'eurodéputée, donc, mais aussi comme dirigeante du Front National à l'époque. Pourquoi cette responsabilité hiérarchique joue-t-elle un rôle dans les poursuites ? Le tribunal a par exemple parlé de rôle central même dans cette affaire. Oui, le jugement en première instance établit que Marine Le Pen était au cœur du système. C'est écrit dans le jugement. Mais c'est en tant que responsable du parti, après son père Jean-Marie, quand elle est élue présidente, elle devient responsable au cœur du système, c'est logique. Elle ne pouvait pas ignorer le procédé, selon la justice. Des mails le confirment. D'ailleurs, lors du premier procès, elle n'a pas vraiment cherché à nier. Elle a illustré que le travail politique des assistants parlementaires était indissociable du mandat de l'élu. Alors évidemment, c'est un peu rhétorique, théorique, mais pour la justice, il s'agit plutôt d'un mépris des règles du Parlement européen et des lois de la République. Même si elle note, et on peut quand même le garder en mémoire, il n'y a pas eu visiblement d'enrichissement personnel. Oui, elle explique que pour elle, c'était normal que les assistants parlementaires travaillent aussi pour le parti, en fait. Tout à fait. C'est dans le fonctionnement que le Front National de l'époque trouvait logique.
Alors, en première instance, Marine Le Pen a donc été condamnée pour détournement de fonds publics. Elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménageables sous bracelet, 100 000 € d'amende et surtout donc 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Est-ce que c'est une sanction courante ? Alors l'exécution provisoire, c'est le terme exact, remonte au 1er janvier 2020. C'est assez récent comme loi, c'est un juge l'applique lorsqu'il s'agit d'un préjudice grave ou lorsqu'il faut protéger un droit essentiel. C'est bien le cas, comme dans l'affaire Nicolas Sarkozy d'ailleurs, et le financement libyen de la campagne 2007. Cette exécution provisoire et immédiate a fait beaucoup parler, évidemment, dans les médias et a fait réagir les politiques, mais dans les 2 cas, les juges ont relevé la gravité des faits et l'exigence de probité des élus. Pour eux, ils viennent ébranler la confiance des électeurs dans la démocratie et ce n'est pas du tout négligeable. Oui, les juges se sont un peu justifiés en disant que les élus, et d'autant plus ceux qui ont pour ambition d'atteindre le plus haut sommet de l'État, doivent avoir un comportement exemplaire en fait. Oui, c'est ça, ils doivent rester des modèles pour ne pas mettre en danger la démocratie. Au total, 24 personnes et le parti, donc en tant que personnes morales, ont été condamnées, dont plusieurs ex-eurodéputés avec des figures emblématiques comme Louis Alliot, Bruno Gollnisch ou Nicolas B, qui ont écopé de peines de prison avec sursis ou aménagé, d'amende et aussi d'inéligibilité, tandis que le Rassemblement national, en tant que parti, a été condamné à une amende d'environ 2 millions d'euros. En appel, la Cour va donc réexaminer l'ensemble du dossier. Alors, est-ce que tu dirais, Olivier, toi, que ce procès est un procès comme les autres ou déjà un procès hors norme ? Sur le plan politique, c'est clair que les conséquences peuvent être dramatiques pour Marine Le Pen. D'ailleurs, Jordan Bardella a adressé ce lundi ses vœux à la presse et il a rappelé qu'il restait un soutien unanime et total, entier de Marine Le Pen. Donc on sait où on va, mais elle pourrait être empêchée de concourir à la présidentielle 2027 si les 5 ans d'inéligibilité et surtout leur exécution provisoire sont confirmés. Donc clairement, l'enjeu est énorme pour elle. Le Rassemblement national et bien sûr pour son dauphin un peu inexpérimenté, Jordan Bardella. Tu le dis, ce procès dépasse largement le cadre judiciaire. Politiquement, une inéligibilité de Marine Le Pen confirmée viendrait ruiner une carrière politique qui a mis des années à se construire. Alors, qu'est-ce qui se joue vraiment aujourd'hui pour Marine Le Pen et le Rassemblement national ? Le séisme politique serait important à l'évidence. Marine Le Pen a quand même été 3 fois candidate à l'élection présidentielle à la suite de son père. Depuis 2012, et d'ailleurs 2 fois au second tour face à Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Donc rendez-vous compte, il n'y aurait pas de candidature d'un ou d'une Le Pen à la présidentielle depuis des décennies. Je crois que son père était le candidat en 1974, donc ça ne nous rajeunit pas, on va dire. Donc ça serait un tournant historique pour les Le Pen et pour le Rassemblement national. En même temps, le plan B, comme Bardella du Rassemblement national, se prépare depuis une bonne année à entrer en scène. Il est même apparu largement favori dans un sondage de l'automne, malgré son manque d'expérience et ses approximations dans le débat politique. Marine Le Pen encaisserait un choc, mais le RN serait toujours vivant et peut-être favori de cette élection en 2027. L'ingérence de ces magistrats dans le processus électoral suprême qui est celui de l'élection présidentielle, voilà où est le trouble à l'ordre public. Et les Français ne l'accepteront pas. J'espère que les juristes vont se pencher sur la rédaction de ce jugement, qui est une folie parce que, encore une fois, le droit est tordu, parce que l'élection présidentielle est l'objectif assumé des magistrats. On vient d'entendre Marine Le Pen qui parle de volonté d'élimination politique, faisant complètement fi de l'indépendance de la justice malgré les 152 pages de jugement, comme a d'ailleurs pu le faire Nicolas Sarkozy. Alors comment le RN travaille-t-il aujourd'hui sa communication autour de ce procès ? Est-ce que c'est une stratégie de victimisation assumée ? Oui, la victimisation, c'est une réponse classique et facile des politiques en pareil cas. L'avocat de Marine Le Pen, maître Rodolphe Bosselu, lui évoque une sanction vexatoire de la part de la justice et demande que ce soit le peuple qui décide par le biais de l'élection.
Mais en réalité, on ne peut pas violer le principe d'égalité devant la loi. Ce n'est pas parce qu'elle est une personne importante de la République qu'elle est candidate, qu'elle doit échapper à la sanction judiciaire. Les magistrats ont reçu des menaces et la présidente du tribunal en première instance a même dû être placée sous protection policière. C'est un climat plutôt inquiétant qui entoure ce procès tout de même. Le procès en appel qui se déroule 9 mois à peine après la première audience, alors que le délai est au moins 2 fois plus long d'habitude. C'est donc plutôt un traitement de faveur en fait, qui a été accordé à Marine Le Pen et au RN aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est plutôt sain, c'est pas vraiment un traitement de faveur, mais la volonté exprimée de la justice, c'est tout à son honneur pour moi, de ne pas interférer dans le calendrier politique. Cela dit, en cas de nouvelle condamnation en appel, Marine Le Pen déposerait sans doute un pourvoi en cassation qui serait suspensif, mais sauf pour l'exécution provisoire, si elle a lieu. On voit bien l'importance de cette précision judiciaire, de cette annexe qui en fait n'en est pas du tout une. Oui, car je précise que la décision d'assortir la peine d'inéligibilité à une exécution provisoire fait que ça a un effet immédiat, même s'il y a un recours face à la Cour de cassation. Et Marine Le Pen serait donc obligée d'attendre la décision de la justice avant de pouvoir se représenter à une quelconque élection. La figure de Jordan Bardella prend évidemment de plus en plus de place au RN, aux grandes dames, parfois de Marine Le Pen, comme l'explique le politologue spécialiste de l'extrême droite, Jean-Yves Camus. Désormais, s'affirme à l'intérieur de son parti et contre sa volonté, je pense, une ligne beaucoup plus libérale qui ne correspond pas, je pense, à ce que pense la majorité des électeurs de Marine Le Pen dans la région des Hauts-de-France. C'est une situation très compliquée parce qu'on est à un peu plus d'1 an de l'élection présidentielle et pour le moment, le RN est obligé de se positionner comme s'il y avait 2 candidats possibles. Bon, je suis convaincu depuis très longtemps qu'après la présidentielle de 2027, si elle ne gagne pas, elle souhaitera probablement raccrocher les gants. Et à ce moment-là, serait venue, si tout avait été normal, l'heure de Jordan Bardella, mais alors elle ne veut surtout pas devoir se retirer, j'allais dire comme un voleur, parce qu'une décision de justice la prive du droit de se représenter. Maintenant, l'espace qui lui permette de se présenter, il existe, mais il est mince. Comme vient de l'expliquer le politologue Jean-Yves Camus, la ligne de Jordan Bardella ne plaît pas forcément aux électeurs RN du Nord-Pas-de-Calais. Et alors qu'on connaît l'implantation de Marine Le Pen dans la région, elle a été, je le rappelle, dans l'opposition du conseil municipal d'Hénin-Beaumont, conseillère départementale, régionale, puis députée du Pas-de-Calais. Elle est amie avec le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, et le député Bruno Bilde. Alors est-ce qu'une confirmation de l'inéligibilité de Marine Le Pen peut avoir des conséquences aussi dans notre région, d'autant plus pour ces figures locales qui avaient des ambitions nationales? Pour moi, il faut vraiment dissocier les élus du Rassemblement national dans les villes et dans les circonscriptions du Nord-Pas-de-Calais et la politique nationale. Depuis l'avènement de Jordan Bardella, on peut penser que Steve Briouat et Bruno Bilde sont vraiment revenus à leur métier de terrain et n'ont pas d'ambition nationale. Toi, Olivier, qui va couvrir l'audience, qu'est-ce que tu vas regarder en priorité et comment vas-tu travailler là-bas? Est-ce que c'est une audience classique en termes de couverture journalistique ou est-ce que c'est plus particulier? La médiatisation de Marine Le Pen va rendre évidemment ce procès particulier par le nombre de caméras et de journalistes présents, en tout cas des journalistes à l'intérieur, les caméras à l'extérieur. Donc dans les couloirs du palais de justice, il y aura une sorte d'effervescence parmi le public également, qui fait toujours la queue pour assister à des grands procès, avec 80 journalistes, je crois, accrédités, qui seront autorisés à assister au débat à l'intérieur de la salle d'audience. Les autres devront être dehors, donc il faudra arriver assez tôt pour avoir une place assise à l'intérieur. Mais l'audience en elle-même, elle sera évidemment classique. Et voilà. Et donc nous suivrons avec mon collègue Julien Lécuyer la plupart des audiences. C'est 3 jours par semaine d'audience, c'est ça, pendant 1 mois qui sont prévus? Oui, j'ai en mémoire, c'est le mardi, mercredi et jeudi qui sont réservés à ce procès en appel. En tant qu'observateur, est-ce que tu sens une pression particulière autour de ce procès sur les juges, les journalistes, l'institution judiciaire?
Oui, effectivement, à la veille du procès, il y a eu le président du tribunal judiciaire de Paris qui a mis en garde contre une possible ingérence inacceptable et intolérable, a-t-il dit, de la part des États-Unis sur ce procès particulier. Ça faisait suite à un article du magazine allemand Der Spiegel qui évoquait des menaces de sanctions de l'administration Trump contre des magistrats ayant traité l'affaire en première instance. Alors, je crois qu'il faut rester prudent. Le président du tribunal s'appuyait sur un article de Der Spiegel assez évasif sur la réalité de ces pressions sur les juges. Mais quand même, on peut prendre pour exemple le juge Guillou de la Cour pénale internationale qui, lui, est interdit de se rendre aux USA pour avoir participé à la convocation de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Donc, il y a une sorte de pression quand même de l'administration Trump qui se fait sentir dans beaucoup de domaines. Mais bon, on peut compter sur l'indépendance des juges en France, même si cette pression s'inscrit dans la nouvelle doctrine de sécurité américaine qui entend favoriser plutôt les partis nationalistes en Europe, dont évidemment le Rassemblement national. Est-ce que l'attitude de Marine Le Pen à l'audience peut peser dans l'issue du procès? On se souvient de son départ avant même la fin de la prononciation de la peine en première instance. Est-ce que là, son attitude aura aussi son importance ? Marine Le Pen sera fidèle à son image. C'est quand même quelqu'un de combatif qui ne lâche jamais. Donc, on peut compter sur elle lors de ses auditions. Je crois que c'est la semaine prochaine, les 20, 21, 22 janvier, pour se défendre pied à pied. Puisque elle ne considère pas que c'est un détournement de fonds publics, mais que le travail de l'assistant parlementaire peut être aussi politique et donc, par conséquent, pour le parti, même si les juges, en première instance, n'étaient pas d'accord avec elle. Enfin, pour terminer, peut-être, mais quels sont les scénarios possibles à l'issue de ce procès en appel ? Est-ce que Marine Le Pen pourrait se pourvoir en cassation ? Alors l'impact politique dépendra avant tout de la fameuse exécution provisoire. Est-ce que Marine Le Pen pourra se présenter à la présidentielle ou non ? Mais bon, Marine Le Pen déposera probablement un pourvoi en cassation. En sachant que le premier président de la Cour de cassation, Christophe Soulard, a déclaré il y a quelques jours qu'une décision serait alors prise, je cite, si possible, avant la présidentielle. Marine Le Pen ayant tout de même confié en fin d'année dernière qu'elle ne se représenterait, je cite, évidemment pas à l'élection présidentielle si sa peine était confirmée en appel et qu'elle n'attendrait pas la décision définitive de la Cour de cassation pour annoncer sa décision. Il existe aussi un scénario intermédiaire qui verrait Marine Le Pen être de nouveau condamnée, mais sans peine d'inéligibilité, ou alors avec une peine d'inéligibilité réduite, ce qui permettrait légalement à la chef de file du RN de se présenter. Mais un autre problème se présenterait à elle, car elle devrait alors faire campagne malgré une condamnation pénale, et ça entraînerait évidemment la polémique. Est-ce que selon toi, une condamnation pourrait avoir un effet pour les électeurs du Rassemblement national, évidemment ? Bien sûr, là c'est évidemment très tôt, trop tôt pour en parler. Mais est-ce que les électeurs feront autant confiance à Jordan Bardella au cas où elle ne puisse pas se présenter, ou regretteront ou pas Marine Le Pen il y aura forcément un effet qui serait bien difficile d'analyser aujourd'hui, si loin de la présidentielle. Parce que, comme dans toute élection, il peut encore se passer beaucoup de surprises. Qu'est-ce que ce procès aujourd'hui dit de l'état de la justice et de la vie politique française d'aujourd'hui, selon toi ? Pour moi, la justice a quand même toujours condamné des personnels politiques coupables d'agissements frauduleux. Malheureusement, ça arrive très très souvent, très régulièrement, trop régulièrement en tout cas. On peut se rappeler les emplois fictifs de la mairie de Paris, les fausses factures, du RPR, les HLM, des Hauts-de-Seine, etc. Charles Pasqua, les affaires Elf avec Roland Dumas, l'affaire Testu avec Bernard Tapie. Ça n'arrête pas depuis, je dirais, 40, 50 ans. Donc on peut être rassuré de ce côté-là. Il y a des juges et la justice fonctionne. Donc ça, c'est déjà pas mal. À droite comme à gauche, et donc l'extrême droite, la justice fait son travail, fait son boulot. On peut juste constater aujourd'hui que les condamnés font preuve d'une certaine virulence à l'égard des juges. Ça, c'est assez nouveau. Jusqu'au dernier livre de Nicolas Sarkozy, bien sûr. À mon sens, il faut
plus que jamais défendre l'indépendance de la justice, qui est un des piliers de nos démocraties qui sont peut-être en danger. Merci beaucoup à toi pour ces éléments qui permettent d'éclairer une actualité importante de notre vie politique. Vous pouvez évidemment retrouver tous nos articles sur le sujet sur notre site internet, ainsi que notre vidéo qui revient sur l'histoire de l'implantation de Marine Le Pen dans notre région. C'est la fin de Hors-Texte, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Hors-Texte, c'est le podcast d'actualité de La Voix du Nord, à retrouver tous les jeudis.